Alors, on entame ces débats avec la morale laïque. Qu'est-ce que la morale laïque? Une question qui est revenue sur le devant de la scène par la volonté du ministre, en fait, de Vincent Peillon. C'est un de ses sujets de prédilection. Vous avez vu apparaître une charte de la laïcité à la rentrée dans vos établissements. Elle doit être affichée partout. Elle reformule les modalités du vivre ensemble. Ça, c'est vraiment une expression de l'éducation nationale. Elle fait suite aux travaux que moi j'avais suivis de près de la Commission pour un enseignement laïque de la morale, alors morale laïque, enseignement laïque de la morale, cet enseignement qui va donc commencer à la rentrée 2015. On ne sait pas encore exactement ce qu'il va y avoir dedans. Je reviens à la charte qui était intéressante avec ses 15 points, une charte qui promeut la liberté, l'égalité, une charte faite de grands principes qui renouvelle un petit peu la question de la laïcité avec celle de l'égalité entre les filles et les garçons. C'était le 9e point. Moi, je l'avais noté parce que j'avais quand même trouvé ça très intéressant. Je ne sais pas si on va en parler aujourd'hui. Et une charte qui engage, ça je l'avais noté aussi, les élèves à faire vivre la laïcité dans leur établissement de manière active. Vous nous direz peut-être ce que vous en pensez. Je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce que la laïcité, c'est surtout un magnifique sujet de débat. Et on va en parler tout de suite avec nos premiers intervenants. Si vous voulez bien me rejoindre. Jean-Marie Petitclerc, responsable de l'association Valdoco, et Serge Boimard, psychopédagogue, consultant pour les écoles genevoises, qui vont parler tour à tour. Et ensuite, donc, c'est à vous. Je ne suis ni philosophe, ni théologien, ni expert sur ces questions de morale. C'est un point de vue d'éducateur que je vais développer devant vous, puisque voici maintenant 35 ans que je travaille auprès d'adolescents en difficulté, majoritairement domiciliés dans les quartiers qualifiés de sensibles. Et puisqu'il me semble que la spécificité du discours de l'éducateur réside dans l'articulation avec son champ de pratique. Permettez-moi 2 brefs mots de présentation de cette association Le Valdoco, née sur la dalle d'Argenteuil en 1995 et qui a ouvert une antenne sur Lyon, qui intervient sur plusieurs territoires de la banlieue parisienne et lyonnaise. La difficulté principale de ces jeunes que nous côtoyons au quotidien réside à mes yeux dans le fait que tous les jours, ils passent par 3 lieux. Tous les jours, ils passent du temps en famille, ils passent du temps à l'école, ils passent du temps dans la rue, avec les copains. Et chacun de ces lieux est marqué par une culture différente. La culture familiale emprunte des traditions des pays d'origine. La culture scolaire emprunte des traditions républicaines, que nous dit-on aujourd'hui, sur la citoyenneté, la laïcité. Et cette culture de la rue qui est fondamentalement devenue une culture de l'entre-père, de l'entre-jeune, les adultes ayant un peu déserté l'espace public. Il me semble d'ailleurs qu'une des évolutions les plus importantes de la jeunesse dans notre pays, et encore plus marquée dans ces quartiers, réside dans le fait que cette culture de l'entre-père a tendance à devenir de plus en plus prégnante. Elle a tendance à envahir l'école, surtout lorsque celle-ci est en plein cœur du quartier. Et il me semble qu'il nous faudra un jour tirer les leçons de ce classement PISA en se reposant la question, est-il bien sage de scolariser tous les enfants du quartier au cœur même du quartier? Elle a tendance à marginaliser la famille. Les parents gèrent à peu près correctement l'espace familial, mais étant de moins en moins à l'aise pour intervenir sur les autres champs de vie de l'enfant, tant ils sont déconnectés par les codes de communication utilisés. Et avec le développement des portables, d'Internet, combien d'adolescents sont physiquement dans la sphère familiale, mais mentalement continuent d'exister dans la sphère de l'entre-père. Ils ont leur portable continuellement, à l'école, en famille. Vous savez, la grande différence entre l'ado d'aujourd'hui et l'ado que j'étais, c'est que lorsque j'étais moi-même adolescent, lorsque le soir je quittais l'école pour rentrer en famille, je quittais l'univers de mes copains pour m'inscrire dans la sphère familiale. Aujourd'hui, ils ne quittent jamais l'univers des copains. Et donc l'idée du Valdoco, c'est une équipe plurielle, composée d'éducateurs, d'animateurs, d'enseignants, de psychologues, de salariés, de bénévoles, qui va à la rencontre de l'enfant dans ces 3 champs. Le champ de la famille, le champ de l'école, le champ de la rue, alors que le travail social classique est assez cloisonné. Il y a l'AEMO, on intervient auprès de l'enfant dans la famille. Il y a l'assistant social du collège, on intervient auprès de l'enfant dans l'école. Il y a l'éducateur de prévention spécialisé, qui intervient près de l'enfant dans la rue. L'idée, c'est d'essayer effectivement d'accompagner l'enfant sur ces 3 champs de vie. Alors venons-en à notre thème. Qu'est-ce que la morale laïque? Interrogeons d'abord sur le sens de la morale. Plusieurs définitions sont possibles.
Petit Robert parle de codes de conduite qui ont une valeur absolue. Il s'agit bien effectivement de repères pour permettre le bien vivre ensemble. Et il me semble que si le débat aujourd'hui est si actuel, c'est que notre société française est véritablement confrontée aujourd'hui à ce défi du vivre ensemble avec des personnes issues d'ethnies, de cultures, de religions différentes. Comment se mettre d'accord sur un nombre de repères communs permettant ce vivre ensemble? Vous savez, lorsque je parle de morale, j'aime prendre auprès des jeunes l'exemple de la partie de football. S'il n'y a aucune règle du jeu, s'il n'y a aucun arbitre garant de la règle, la partie dégénère très vite en violence. S'il y a une règle du jeu, s'il y a un arbitre garant de la règle, le plaisir de jouer ensemble peut durer 2 fois 45 minutes. Alors quoi, j'aimerais associer à ce mot de morale celui de plaisir, parce que j'entends toujours associer le mot de devoir, mais c'est permettre le plaisir du vivre ensemble. Si l'on veut que la différence puisse être une source d'enrichissement et ne soit pas vécue comme une menace, encore faut-il se mettre d'accord sur un certain nombre de règles qui valent pour tous. Et le rôle de l'école devient effectivement de plus en plus central. Pourquoi? Parce que tout le monde en convient. Tous les responsables d'institutions scolaires et éducatives conviennent que l'apprentissage de vivre ensemble s'effectue de moins en moins bien chez la jeune génération. S'effectue de moins en moins bien en famille. Car il me semble que l'évolution de la famille moderne, depuis 3-4 décennies, peut se traduire par le primat de l'affectif sur l'institutionnel. Petite anecdote personnelle, participé il y a quelque temps à la fête des 60 ans de mariage de mes chers parents. Je peux vous assurer qu'en 60 ans, l'affectif, il a des hauts et des bas. Mais lorsque l'affectif était en creux de vague, on se raccrochait à la force du lien institutionnel. Aujourd'hui, au nom de ces valeurs d'authenticité, de vérité, et je fais là un constat de sociologue, je n'apporte pas du tout un jugement, on sent que si l'affectif est en creux de vague, aussitôt c'est la rupture du lien institutionnel. Donc je crois qu'il y a vraiment ce primat de l'affectif sur l'institutionnel qui a bien sûr de grandes incidences sur l'éducation des enfants. Combien je rencontre de parents qui ont de plus en plus de mal à dire non, à poser une limite, parce que vous savez tous, dire non à son adolescent de 16 ans un soir à 19h, ça vous gâche toute la soirée. Essayez, ça vous gâche toute la soirée. Vous lui dites à quelle heure tu veux rentrer chérie, la soirée est sauvée. Et si vous dites non à votre gamine de 10 ans, elle ne va pas immédiatement sauter dans vos bras en disant j'ai des parents les plus chéris du monde, elle va dire ce n'est pas possible que je sois né dans une famille aussi ringarde. Toutes mes copines ont la chance d'avoir des parents modernes et compréhensifs. Et moi, il a fallu que je tombe dans cette famille qui ne comprend rien à rien. Ce n'est pas du tout gratifiant quand on est parent. Et combien je rencontre de parents, je ne leur jetterai pas la pierre, car il me semble que c'est le signe d'une vie sociale pas assez gratifiante. Combien je rencontre de parents qui rêveraient que la vie familiale soit un espace de gratification permanent. Et puis dans ces familles, comme il en existait de 5 enfants, avec un seul poste de télévision, dans la salle à manger, il y avait forcément de la socialisation le mercredi soir. Lorsque l'un voulait voir le foot, le deuxième le documentaire, la troisième le feuilleton, et les parents étaient obligés de trancher. Dans ces familles, il y a 2 enfants où chaque gamin a son écran dans sa chambre, il n'y a plus de socialisation du tout. Nous assistons donc à une évolution de la famille qui a tendance à utiliser tous les outils du confort moderne de manière à apporter une réponse individualisée aux besoins de chaque membre de la fratrie. Alors c'est intéressant en termes d'épanouissement, globalement, on peut dire que les ados d'aujourd'hui sont plus épanouis que j'étais sans doute à leur âge, mais la famille est de moins en moins une instance socialisante, puisque de plus en plus, tout va être organisé autour de la satisfaction individuelle des besoins de chaque membre de la fratrie. La ville n'est pas la peine de faire un dessin, avec la montée d'individualisme ambiant, le citoyen moyen ne se sent plus légitimé pour intervenir auprès d'un enfant qui n'est pas le sien. C'est pas mon gosse, c'est pas mon problème. Un gamin pose un écart sur l'espace public, s'il est petit, je rigole, s'il est grand, j'ai peur, mais je ne bouge plus. Si bien que l'école devient le seul lieu où la société impose les règles d'une vie de groupe. Alors bien sûr, la tension est de plus en plus vive à l'école. Et le climat de l'école aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il était il y a une quarantaine d'années. Et à tous ces enseignants qui se plaignent du comportement de leurs élèves dans le groupe classe, je leur dis, mais plaignez-vous auprès de vos collègues, où voulez-vous qu'ils l'apprennent? Faites un sondage dans votre classe de 4e, demandez lesquels font partie d'une vie de groupe en dehors de la classe. Si un quart des doigts se lèvent, ceux qui ont la chance de participer à un mouvement sportif ou à un mouvement de jeunesse, pour les 3 quarts d'entre eux,
l'école est devenue le seul lieu où l'on impose à l'enfant, à l'adolescent, de vivre en groupe. Et donc, l'enseignement de la morale, de ses repères, permettant ce vivre ensemble, vient percuter de plein fouet aujourd'hui l'école. Qu'est-ce qu'une morale laïque? Alors, je pense qu'il y a deux conceptions de la laïcité. La première conception, c'est celle de la Constitution de notre République, c'est celle de la Convention des droits de l'homme, c'est celle de la Convention internationale des droits de l'enfant. Un État laïque est un État qui est garant de la liberté d'expression et de pratique religieuse. J'aime d'ailleurs, à ce sujet, citer l'article 14 de la Convention internationale des droits de l'enfant, convention que notre pays a signée, et article sur lequel je travaille beaucoup lorsque j'interviens en école d'éducateurs spécialisés. Les États parties respectent le droit de l'enfant, la liberté de pensée, de conscience et de religion. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents, ou le cas échéant des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit suspensionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités. Alors, lorsque je dis que parfois la mission de l'éducateur est de guider l'enfant dans le discernement du choix religieux, certains éducateurs disent non, c'est pas notre mission du tout. Ah ben, attendez, notre pays a signé la Convention internationale des droits de l'enfant qui s'impose à nous tous. La liberté de manifester sa religion et ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publique ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Donc, une laïcité que l'on qualifie parfois d'ouverte, qui est un État qui va être le garant de cette liberté d'expression et de pratique religieuse. À côté de cette conception de la laïcité est apparue, au XXe siècle, une deuxième conception, à une époque où l'Église catholique exerçait une fonction dominante dans la société, que je qualifierais de laïcisme. C'est-à-dire que l'État laïque serait celui qui interdirait dans ses institutions toute expression, pratique religieuse. On entend bien le glissement. Et le risque, c'est effectivement de faire de cette laïcité une option. Il me semble que la décision de la Cour d'appel de Versailles, dans le jugement rendu, vous savez, autour de l'affaire d'un salarié voilé, est quand même intéressant. Lorsqu'on dit, mais non, mais cette crèche a choisi l'option de la laïcité, respectons cette option comme on pourrait en respecter d'autres. Il me semble effectivement qu'on quitte la véritable définition de la laïcité. La laïcité, à mes yeux, c'est bien ce qui permet la liberté de chacun d'exprimer et de participer à la religion de son choix. Alors, quels sont les fondements de cette morale laïque? La première notion qui vient, celle de citoyenneté, largement développée aujourd'hui. On sent combien ce vocabulaire du XVIIIe siècle ressurgit aujourd'hui avec force. Il s'agit d'être citoyen. J'aime dire qu'être citoyen, c'est d'abord ce sentiment d'appartenance au peuple de la patrie. Et que toute appartenance à un groupe confère à la fois des droits et des devoirs. Et il me semble que la citoyenneté doit se définir comme étant l'équilibre entre la contribution et la rétribution. Si la contribution est forte et la rétribution faible, je suis dans une situation d'exploitation. Si la contribution est faible et la rétribution forte, je suis dans une situation d'assistanat. Et il me semble que la vie citoyenne doit se traduire par cet équilibre entre la contribution et la rétribution. Vous savez, c'est ce qui apparaissait à la lecture du rapport sur l'intégration qui a été mis en ligne à Matignon. Je crois que le mot droit apparaît 150 fois, le mot devoir 15 fois. Est-on vraiment sur une éducation à la citoyenneté lorsque un tel déséquilibre s'opère entre la notion de droit et la notion de devoir? Et la devise de la République me semble constituer un véritable exemple. Liberté, égalité, fraternité. Ces trois valeurs ne sont pas de même nature. Liberté, égalité, c'est de l'ordre du droit. Fraternité, c'est de l'ordre du devoir. Et on sent bien que lorsque le devoir de fraternité s'estompe, alors les droits fondamentaux commencent à être menacés. Donc, la fraternité,
et il me semble qu'elle est vraiment au cœur de cette morale laïque, la fraternité, c'est un devoir. C'est reconnaître l'autre comme un frère, et j'aime dire que la fraternité, c'est différent de l'amitié, parce qu'on choisit ses amis alors qu'on ne choisit pas ses frères. La fraternité, c'est différent de la solidarité, parce que je peux être solidaire d'une personne en grande difficulté sans du tout nouer un lien de fraternité avec elle. La fraternité, c'est une expérience de similitude et de différence. C'est ce qui caractérise la notion de fraternité, où à la fois nous sommes mêmes et nous sommes autres. Et ce qui va de pair avec ce mot de fraternité, c'est bien celui de respect, respecter l'altérité. Et vous savez, je crois que la règle d'or de la morale dans tous les textes anciens, tous les textes fondamentaux qui ont parlé de morale avant la Bible et dans la Bible, et qui est qualifiée de règle d'or, c'est ne fais pas à l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'il te fasse. Et on sent bien aujourd'hui, c'est la grande difficulté de l'éducation. Éduquer, c'est toujours éduquer la différence, c'est permettre aux jeunes de se mettre à la place de l'autre. Grande difficulté de mes équipes avec ces jeunes qui se constituent en bande dans les quartiers, c'est parfois l'énorme difficulté qu'ils ont à se mettre à la place de l'autre. Ils vont passer à l'acte, dans le vol, dans l'agression, mais ils raisonnent toujours à partir d'eux-mêmes, et il y a une énorme difficulté à se déplacer. C'est-à-dire que le vivre ensemble nécessite effectivement un tel déplacement. Alors, puisque le temps est bref, j'en viens à ma conclusion en se disant, tout ce débat autour de la morale laïque, où est un petit peu la faiblesse? Parce qu'on sent bien que ça... Moi, je dirais que la faiblesse, c'est l'argumentaire du « au nom de quoi j'impose la fraternité ». Au nom de quoi j'impose la fraternité? Parce que je rencontre de plus en plus de concitoyens qui acceptent tout à fait d'être frères avec les membres de leur groupe d'appartenance, mais qui ne voient pas du tout au nom de quoi on leur imposerait d'être frères avec ceux qui ne font pas partie de leur groupe d'appartenance. Alors là, permettez-moi de citer l'homme de l'année. Bon, puisqu'il a été choisi comme homme de l'année, je ne me permettrai pas, dans cette instance, de citer un responsable de religion, mais puisqu'il a été choisi comme homme de l'année par une revue officielle, pourquoi ne pas citer l'homme de l'année, le pape François, et donc il me semble que la parole aujourd'hui dépasse largement la sphère de l'école catholique. Et dans cette dernière encyclique, écoutons ce qu'il dit sur cette notion de fraternité. Dans la modernité, on a cherché à construire la fraternité universelle entre les hommes en la fondant sur leur égalité. Peu à peu, cependant, nous avons compris que cette fraternité, privée de la référence à un père commun, comme son fondement ultime, ne réussit pas à subsister. Il faut donc revenir à la vraie racine de la fraternité. Et c'est là où, effectivement, parler de fraternité ne peut s'entendre qu'à partir d'une filiation commune. Si on ne permet pas à l'enfant de pouvoir ensuite exprimer sa recherche sur cette filiation commune, là c'est la recherche dans le registre du religieux, et combien il est important que l'État laïque soit garant de la multiplicité des chemins qui peuvent guider cette recherche. Mais si l'on ne permet pas à l'enfant de se questionner sur une filiation commune qui va effectivement établir une valeur commune à chaque homme, effectivement, la question qui se pose et que j'entends poser par beaucoup de jeunes dans le quartier, c'est au nom de quoi? Au nom de quoi on va imposer cette fraternité? Et si la réponse, c'est seulement la République, est-ce que aujourd'hui, ce mot fait sens dans la tête de tous ces enfants, ces adolescents que je côtoie au quotidien? Je termine par cette question. J'entends beaucoup parler de cette notion de République, et c'est donc au nom de la République. Mais au nom de la République, comment vous allez effectivement donner sens à ce concept dans la tête de ces enfants, de ces adolescents, en particulier dans ces quartiers qui sont multiculturels, multireligieux, multiethniques. Et voilà. Je termine donc par cette question. Merci de votre attention. Merci.